Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'El Greco, Domenikos Theotokopoulos, de son vrai nom. Oui, Et on s'appuie sur une recherche, une source assez récente, qui vient un peu bousculer l'image classique de l'artiste. tout à fait. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi il a été presque oublié pendant 3 siècles après sa mort en 1614, et pourquoi il faut un peu revoir son histoire. Exactement. Et l'idée centrale, vraiment, qui change pas mal de choses, c'est qu'El Greco, il n'est pas devenu peintre en Europe. Ah bon? Non, il était déjà un maître reconnu et bien payé en Crète, avant même de partir, vers 27 ans. Il était spécialiste des icônes byzantines. D'accord, donc un artiste accompli dès le départ, en quelque sorte. Voilà. Il faut penser à des œuvres comme Saint Luc peignant la Vierge de l'Enfant, ou alors La Dormition de la Vierge. Ce sont pas juste des essais, hein. Non, non. C'est du travail de maître, dans ce style très codifié. Les compositions un peu compressées, la fonction spirituelle très forte. Et déjà, on voit poindre ces fameux rehauts de lumière. Ces touches claires qui donnent du relief. C'est ça, qui accroche l'œil. C'est fou, parce que, instinctivement, on le lit surtout à l'Europe. Bah oui. L'Italie d'abord, son admiration pour Michel-Ange, surtout ses dessins. Apparemment, il a même annoté son exemplaire des Vies de Vasari. Oui, il l'a fait. Et puis bien sûr l'Espagne, Tolède, même si le roi n'a pas aimé son martyre de Saint-Maurice. C'est exact. Et après sa mort, c'est le grand silence pendant des siècles. Ou alors pire, on a essayé d'expliquer son style si particulier par des trucs un peu bizarres. Genre, On l'a dit fou, ou alors qu'il était astigmate, pour justifier ses personnages tout allongés. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. ben voilà. Mais bon, ça tient pas la route. Un historien de l'art, Ouéthé, a bien montré que dans l'enterrement du comte d'Orgaz, Une œuvre majeure. oui, eh bien, il différencie parfaitement les figures terrestres, qui ont des proportions normales, et les figures célestes, elles, qui sont étirées. Et puis, il y a un psychologue, Anstis, qui a fait des expériences, D'accord? et qui a prouvé que l'astigmatisme, ça déforme pas la vue au point de peindre comme ça tout le temps. C'est pas possible. Bon, donc ces théories un peu simplistes, on oublie. Mais alors, cette étiquette qu'on lui colle souvent, maniériste, fin de la Renaissance, forme étirée, composition complexe, ça semble lui aller, non? Oui, ça semble. Mais est-ce que ça suffit si on intègre vraiment sa période crétoise? Ben justement, c'est là où ça coince un peu. Le voir uniquement comme un maniériste, c'est, comment dire, c'est passer à côté de ses racines byzantines. Et elles sont cruciales. D'accord. Il n'a pas juste imité Michel-Ange ou les autres Italiens. Non, il a consciemment fait fusionner deux traditions. Il faisait même la distinction, lui. Ah oui, Oui, entre le disegno, le dessin, la structure, la ligne, qu'il associait au monde terrestre, au réel, comme dans son portrait d'un cardinal, très précis, je vois. et le coloré, la couleur, l'émotion, la touche plus libre, plus expressive. Ça, c'était pour le divin, le spirituel. Il disait peindre à la greca, à la grecque, et à la latina, à la latine. 2 styles en un seul peintre, en somme. Exactement. C'est ça sa signature. Prenez l'enterrement du comte d'Orgaz, encore une fois. C'est flagrant. Oui, La partie basse, terrestre, très maîtrisée. Détaillée, c'est le disegno. La partie haute, céleste, flamboyante, immatérielle, pleine de couleurs et de lumière, c'est le coloré. C'est une synthèse incroyable. c'est vrai que la différence est nette. Ou alors, la Vierge de l'Immaculée Conception. Sujet typiquement catholique, mais traité avec une sensibilité, une lumière, une composition verticale qui rappelle directement ces icônes byzantines. Il y a des liens visuels évidents. Du coup, ça remet vraiment en question cette habitude de parler de ses œuvres espagnoles comme de ses œuvres matures. Ah ben oui, Comme si ce qu'il faisait avant en Crète, c'était juste une étape, une préparation. S'il était déjà un maître là-bas, c'est presque méprisant, vous avez raison. Le mot maturité ici est biaisé. on dirait bien. Il faut vraiment une approche plus globale. Voir son parcours comme un tout. Ces deux carrières, la grecque et la latine, elles sont pas juste l'une après l'autre, elles s'entremêlent. Il a construit un pont, en fait. C'est exactement ça. Un pont entre Byzance et l'Occident. Il faut relire El Greco avec cette continuité en tête, cette fusion constante. Donc, pour résumer, si on veut vraiment comprendre El Greco, il faut arrêter de le mettre dans une seule case. Voilà, il faut voir comment il a fait dialoguer ses origines byzantines avec tout ce qu'il a pris en Italie et en Espagne. C'est ce mélange qui le rend unique. Tout à fait. Et ça soulève une question, je trouve, qui va au-delà d'El Greco lui-même. Ah, Ben oui, si l'histoire de l'art a pu pendant si longtemps ignorer ou minimiser les fondations d'un artiste aussi important, simplement parce qu'on préférait une partie de son histoire ou une étiquette à la mode,
Oui. Alors, on peut se demander combien d'autres artistes, combien d'autres influences majeures est-ce qu'on est peut-être en train de négliger aujourd'hui, juste parce qu'on est prisonnier de nos catégories, de nos habitudes de pensée?